Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité Daniel Cohn-Bendit. Bonjour. Bonjour jeune homme. Alors le 6 mai 68, on s'en souvient, vous vous en souvenez, Daniel Cohn-Bendit, vous entrez quelque part dans l'histoire du XXe siècle et dans la vie quotidienne des Français à travers cette célèbre photo du photographe Gilles Caron où vous regardez en souriant un policier casqué devant la Sorbonne. 57 ans après, vous vous racontez dans Souvenir d'un apatride un dialogue avec la journaliste Marion Van Rentergem aux éditions Mialet-Barreau. Le livre du parcours du fils d'émigrés juifs allemands né en France à Montauban il y a tout juste 80 ans. C'était le 4 avril 45, quelques semaines donc avant la libération. Un livre sur vos engagements politiques des deux côtés du Rhin autour de 20 ans d'engagement au Parlement européen, bien pour l'Europe. Un livre à la fois intime et émouvant sur l'histoire de vos parents, à l'origine d'une identité que vous redécouvrez le 7 octobre 2023. Peu après le pogrom du Hamas, vous dites « Aujourd'hui, je ne suis plus que juif ». Alors, Daniel Cohn-Bendit, pourquoi ce livre ? Pourquoi maintenant ? Et pourquoi ? Pourquoi maintenant ? D'abord, ça fait longtemps qu'on me le demandait. Deuxièmement, j'ai mis du temps à me faire à l'idée qu'à 80 berges, on arrive dans la dernière ligne droite. On dit jusqu'à 120 ans. Hein. Oui, d'accord, mais on dit, mais c'est quand même la dernière ligne droite. On ne connaît pas la longueur de la dernière ligne droite, c'est vrai, mais c'est quand même, on a plus de temps derrière soi que devant soi. C'est sûr. Ça, on peut le dire. Ouais. Et donc, voilà, j'ai éprouvé le besoin de revoir mon histoire. Et avec Marion Van Rentergem, c'est pas un dialogue, puisqu'on écrit ensemble. D'ailleurs, c'est un livre très bien écrit. Marion Van Rentergem fait un travail extraordinaire et vos réponses sont émouvantes, intimes et fortes. Oui, c'est des réponses écrites, c'est pas un interview, voilà, c'est ça. Et donc, voilà, c'était un moment de bien me situer, un moment, disons, à des moments historiques quand même qui nous bouleversent tous. Alors justement, dans ce livre, vous parlez de votre judéité, de cette part juive de votre identité que vous aviez plus ou moins volontairement mise de côté depuis déjà un demi-siècle, pendant un demi-siècle. Un demi-siècle d'engagement politique pour l'Europe, pour la gauche et pour l'écologie. Vous dites même que vous êtes submergé par cette identité. Danny le Rouge serait-il devenu Danny le Juif ? Non. Et je crois que la majorité des auditeurs de Radio J ne comprendraient pas ce que moi je définis comme ma judéité. Mais bon, non, je dis simplement que au fil du temps, et d'ailleurs c'est surtout ma femme qui n'est pas juive, ma femme qui me disait toujours, quand je disais mais non, l'identité juive c'est pas important pour moi, elle me dit tu te simplifies la vie. Et votre frère n'était pas d'accord avec vous oui, mais plus tard, mon frère, lui, refuse cette assignation et identité. Il y a des dialogues avec lui que vous reconstituez. Hein. Il dit, quand j'étais trotskiste, c'est moi qui décidais de dire des conneries, et quand je ne suis plus, personne me disait, t'es toujours trotskiste. Et juif, on l'aide tout le temps. Et donc, il refusait ça dans une période où l'identitarisme devient un peu plus qu'énervant. Vous parlez de votre femme, votre fils, il dit quoi ? Mon fils, il est dans la mythologie religieuse juive, il n'est pas juif. Mais lui, il est très identifié à la communauté juive. Il est responsable d'un club de foot de Francfort. Aussi, de Francfort, et il est responsable du sport aussi dans la communauté juive. Bref, il est beaucoup plus juif que moi. Il est beaucoup plus juif que vous. Alors, on va reparler de tout ça, de vous. Mais d'abord, un mot, puisque c'est le principe de cette émission, sur vos parents. Et vous en parlez dans ce livre beaucoup. Vous racontez qu'au sein même de leur couple, l'identité juive était en débat. Votre mère, sioniste de gauche, allait même de temps en temps à la synagogue, fêtait Yom Kippour et Pessah, vous l'écrivez, et avait imposé un mariage religieux à votre père, réfractaire. Imposé, c'est déjà la présence du rabbin. Oui, elle avait voulu... Ouais. Elle n'a pas imposé, c'est vraiment... Non, elle a demandé à mon père d'accepter, il a dit pourquoi pas. Et alors, c'est pas la même chose qu'imposer. Non, c'est pas la même chose, mais quelque part, bon bref. Et en tout cas, votre mère voulait que vous puissiez faire votre bar mitzvah
Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vous avez envoyé en kibbutz en 1963. Non, alors je n'ai ni fait ma bar mitzvah. Non, mais vous ne l'avez pas faite, elle voulait. J'ai dit, ouais, elle voulait. Ni la bar mitzvah, ni la chomeret seir, ni... Alors ça, c'est mes parents à ma naissance, mais même pas mon frère. Tous les deux, on n'est pas circoncis. Et vous le regrettez, je suis sûr. Non, pas du tout. Alors là, vraiment, j'en ai rien à cirer. Non. Et puis après, ma mère voulait absolument que je fasse ma bar mitzvah. Ça lui aurait fait plaisir. Et elle a voulu m'acheter en disant, t'auras des cadeaux. Et je lui ai dit, je les aurai de toute façon. Je les aurai quand même. Hein. Voilà. Mais donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que votre mère, qu'est-ce qu'elle fait en 1963? Elle vous envoie en kibbutz. Non, elle ne m'envoie pas. Ah, alors j'ai mal compris votre livre. Non, mais c'est tout. Elle me dit, t'aurais pas envie de voir en Israël et d'aller en kibbutz. J'ai dit, pourquoi pas. Alors, mais j'ai pas été. Vous y avez été. Un mois pour passer des vacances. J'ai pas débarqué dans un kibbutz. J'ai fait mon alia et je suis resté en. C'est pas la même chose. Et alors, vous savez pourquoi je vous pose cette question? Je me dis, le kibbutz, est-ce qu'il n'aurait pas fabriqué le révolutionnaire que vous êtes devenu, ou en tout cas l'acteur, le leader de mai 68 que vous êtes devenu 5 ans après? Non, mais écoutez, si vous avez vu le film que j'ai fait, Nous sommes tous des juifs allemands, je vais dans ce kibbutz et il y a un homme qui a à peu près mon âge, que j'avais rencontré à l'époque, qui était de loin un peu de ma famille. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que je faisais à ce kibbutz? Il m'a dit, tu draguais. C'est vrai. Donc, mais c'était belles les Israéliennes. Oui, il y avait oui. Donc je veux dire, il faut arrêter, c'est pas un mythe. Oui, j'ai trouvé ça intéressant, la vie collective, mais de vouloir déterminer mon avenir par ce passage au kibbutz, à Zoréa, qui était un kibbutz de Yeke, qui était très très impressionnant, mais bon, c'est tout. D'accord, c'est tout. On y reviendra. Alors, il y a beaucoup de passages dans ce livre, je dois l'avouer, qui tirent les larmes. Comme celui-ci où vous dites « hanté », je vous cite, « depuis longtemps par l'enfant juif de Varsovie, celui du ghetto de Varsovie, celui qui apparaît sur la célèbre photographe lors du soulèvement du ghetto en 1943. » Et vous poursuivez « Cet enfant, ça aurait pu être Gabi, mon frère, qui avait 7 ans en 43, oui, ou moi, si j'étais né un peu plus tôt, il a été arrêté parce qu'il était juif, comme nous. Ce garçon, qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire. » Oui, mais c'est exactement là où je reviens quand je dis je ne peux pas m'extraire de l'histoire, et c'est un peu la discussion que j'avais avec mon frère, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il y a chez les Juifs une blessure profonde, et chez moi aussi, reliée à l'histoire. Et cette blessure détermine ma judéité, non pas la pratique juive aujourd'hui. Je suis absolument athée, mais je fais partie de cette histoire et je ne peux pas m'exclure de cette histoire. Enfin, vous savez qu'il y a peut-être 90% des Juifs qui ne sont pas religieux. Non, mais c'est pas qu'ils soient... Oui, mais il y en a qui vont quand même... Il y a quand même pas mal de gens qui vont à... Les Juifs de Kippour. Écoutez, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Je crois que la majorité des Juifs épousent des Juifs. À 80%. Et donc, ni mon frère, ni moi, on a fait ça. Donc, j'ai une distance par rapport aux communautés juives, qu'elles soient. Mais ça ne veut pas dire que j'ai une distance à cette histoire juive. C'est ça qu'il faut comprendre. Et cette histoire, quelque part, elle réapparaît le 7 octobre. Vous dites, le lendemain du 7 octobre, je me suis trouvé à ruminer une phrase dans ma tête. C'est vous qui parlez. Nous, les Juifs, nous sommes seuls. Jamais, vous continuez, jamais je n'avais formulé une phrase pareille, jamais je n'avais pensé nous en parlant des Juifs. Vous écrivez aussi tout d'un coup, je n'étais plus que juif, parce que je devais me résoudre à cette évidence. À part les Juifs, très peu de gens étaient traumatisés donc par le 7 octobre. Ce qui s'est passé ce jour-là, on n'imaginait pas que c'était possible. Est-ce à dire que le 7 octobre a réveillé le Juif Non, puisque c'était avant. Non, c'est pas ça. C'est le 7 octobre est un traumatisme. Et parce qu'on s'aperçoit, d'abord, j'ai jamais été sioniste. Je suis ni sioniste, ni anti-sioniste. Je suis asioniste. Je comprends que des gens veuillent vivre en Israël, mais pas moi. Moi, je ne veux pas, je voulais pas, pas d'Alia, etc. La promesse d'Israël, c'est plus jamais ça. Les Juifs sont protégés. L'État d'Israël protège les Juifs. Et le crime de Netanyahou, c'est qu'il ne l'a pas fait, qu'il a été incapable, que sa politique envers le Hamas a justement aussi permis ces crimes du Hamas. Et donc, moi je suis avec des amis,
on est choqué par ce qui est arrivé le 7 octobre, et autour de nous, on entend enfin beaucoup de, pas que, c'est toujours faux, de oui mais, etc. Et vous, d'ailleurs, vous dites, hein, des cris d'indignation, point d'interrogation, quelques-uns. Et vous dites, vous poursuivez, a-t-on entendu des musulmans crier « Hamas, pas entre nous ?» La majorité du monde est indifférente à ce malheur du 7 octobre qui renvoie à la Shoah et au pogrom de l'histoire. Oui, mais il y a eu des manifestations contre le Hamas à Gaza. Là, récemment. Donc, récemment. Ouais. Et deuxièmement, il y a une période, alors on est choqué, la grande manif contre l'antisémitisme en France, il y avait personne. Vous dites 100 000 personnes. 100 000 personnes, là, 80% de juifs. Je veux dire, il faut arrêter de nous raconter que c'était une grande manifestation contre l'antisémitisme. Oui, mais... Et petit à petit, et là on est des juifs de gauche ou des juifs humanistes, on est de nouveau seuls parce qu'on ne supporte pas ce que fait le gouvernement israélien à Gaza. On en a marre, c'est pas possible. Donc on est absolument isolé le 7 octobre et on continue à être isolé parce qu'en même temps on dit on ne peut pas, la réponse d'Israël à Gaza, et qui continue jusqu'à aujourd'hui, est une réponse non seulement inadmissible, mais qui nous je sais pas, on a envie de foutre une baffe à Netanyahou, je sais pas quoi, de l'envoyer n'importe où. Et on va en reparler de Netanyahou et d'Israël après, mais d'abord, votre parcours. Et l'antisémitisme, puisque vous dites, notre histoire, c'est aussi celle de l'antisémitisme. Vous rendez hommage, dans ce livre, au héros du ghetto de Varsovie, Marek Eldenman, resté en Pologne après la Shoah. Hein, et vous écrivez, et je vous cite, que l'antisémitisme ressurgit toujours. En 1968, en Pologne, il n'y avait plus que 2000 juifs, il y a eu une vague d'antisémitisme. C'est partout pareil, c'est encore vous qui le dites. Et chaque fois, ça ressurgit. Je suis effaré. Et aujourd'hui, vous êtes quoi? Vous êtes effaré, vous êtes révolté, vous êtes dégoûté? Regardez, Hannah Arendt dit, on est en sécurité, les juifs ne seraient en sécurité face à l'antisémitisme que sur la Lune. Et on va... Attendez. Non, mais parce que je vous du calme. On va reparler d'Hannah Arendt. Mais il me manque, je finis ma phrase, ouais. Mais aujourd'hui, avec Musk, même sur la Lune, on ne serait pas en sécurité. Voilà ma phrase que je voulais finir. Excusez-moi. Ouais, elle est pas mal. Reprécisez-la. Parce que je vous interromps plus, je veux qu'elle soit... Non, je veux dire, Hannah Arendt nous dit... il n'y a que sur la Lune, peut-être, qu'on serait en sécurité face à l'antisémitisme. Mais avec Musk et ses fusées, même sur la Lune, les Juifs ne seraient pas en sécurité. Voilà ce que je voulais dire. Et je voulais vous préciser qu'Hannah Arendt, on va en reparler, parce que quelque part, il y a une histoire familiale entre Hannah Arendt et vous et vos parents. Alors, l'après 7 octobre a débouché sur une vague d'antisémitisme sans précédent dans les comédies, et vous le dites, vous l'écrivez. Jean-Luc Mélenchon et ses amis de LFI, peut-être vos amis, multiplient depuis des années singulièrement. Peut-être mes amis. Non, mais je sais pas. Ils ont été issus de la gauche comme vous. Non, mais les trotskistes, c'est une autre histoire. Oui. Non, il faut. C'est un clin d'œil. Non, mais c'est un peu lourd. Un clin d'œil lourd. Oui, un peu lourd. Je suis lourd, je le reconnais. Alors, ils multiplient depuis des années, singulièrement depuis 7 octobre, les déclarations et tweets au relent antisémite. De quoi LFI est-il le nom? De quoi Mélenchon est-il le nom? Vous qui l'avez connu, Mélenchon. Mélenchon est le nom d'une partie d'une gauche radicale qui se veut révolutionnaire, qui a toujours défendu les mouvements de libération nationale sans regarder ce qu'ils sont vraiment. Alors, dans notre histoire, dans l'histoire de la gauche, on a soutenu le Viet Cong. On a soutenu Cuba, Che Guevara, Castro. On a Venezuela, c'est plus tard. Nicaragua. Et le problème pour nous, c'est quoi? C'est que tous ces mouvements de libération ont abouti à des dictatures. Pour nous? Pour tous ceux qui manifestaient en 68 pour le Viet Cong contre la guerre au Vietnam. Donc, ils s'étaient... Bon. Et on n'a jamais... Très peu ont fait cette analyse. J'ai oublié, en France, l'Algérie. J'ai oublié l'Algérie, le FLN. Je veux dire, on a soutenu, ils ont soutenu, moi j'étais môme, ils ont soutenu
le FLN sans penser à ce qu'allait devenir la société ou l'État algérien après la victoire du FLN. Et donc aujourd'hui, je dis, si aujourd'hui on peut légitimement et on doit légitimement défendre l'idée d'un État palestinien, que les Palestiniens ont droit à un État, mais si par cela on défend le Hamas, on défend la future dictature palestinienne. On en reparlera, je vous dis, on va reparler de ça. L'antisémitisme. Est-ce que vous dites comme Manuel Valls, l'antisémitisme vient essentiellement du monde arabo-musulman et que c'est une évidence? Manuel Valls. Non, il y a aujourd'hui, Manuel Valls, il s'empêtre un peu les pieds dans le tapis, etc. Non, il y a aujourd'hui un antisémitisme musulman qui est lié à l'histoire, de la réception de l'histoire des musulmans, accélérée par l'opposition pro-palestinienne contre Israël. Mais il y a toujours un antisémitisme d'origine catholique, même s'il est moins virulent aujourd'hui. Mais il y a dans la société française, et c'est ce qu'on a vu si un peu après le 7 octobre. C'est vrai que 7 octobre, il y a une identification antisémite, disons, de musulmans, avec le Hamas. Mais il y a eu aussi la non-réaction d'une majorité des bons Français et des bonnes Françaises, c'est que, vraiment, les Juifs, ils nous cassent les pieds quand même. Et c'est ça. Y compris les bons Français de LFI? Mais quand je dis les bons Français... Non, les filles se sont identifiées à ceux qui étaient antisémites musulmans. Il faut... Laisse les filles de côté. Hein. On a compris qu'ils acceptaient stratégiquement l'antisémitisme pour récupérer électoralement des personnes et des voix. Mais de l'autre côté, le fait qu'il y a eu un grand silence aussi en France ou dans d'autres pays, c'est que on a le sentiment, les Juifs, ils nous emmerdent. Et donc, ils ne veulent pas s'identifier à ça. C'est deux choses différentes. L'antisémitisme, il n'y a pas que Mélenchon. Non. Hein, je dis, il y a aussi Mélenchon. Et d'un autre côté, il y a une instrumentalisation par beaucoup de Juifs et de non-Juifs de l'antisémitisme pour pouvoir se laisser aller à leur racisme anti-musulman. Alors justement... Voilà, c'est ça le problème où on est aujourd'hui et qui nous dérange. Vous dites on est dérangé par un certain nombre d'amitiés. Comment ? De gens qui se considèrent amis des Juifs aujourd'hui. Vous êtes un peu dérangé par ça? Non, je ne suis pas dérangé. Quand vous posez la question autrement. Je suis dérangé dans la tête, mais ça c'est autre chose. Quand Jordan Bardella dit... Ah ben c'est pas... Non, mais c'est ça, c'est quand Israël, le ministre de la diaspora, invite l'extrême droite mondiale, sauf les Allemands. Ça aurait été un peu dur. Pas l'AfD. Mais quoi? Moi, je dis, c'est les fascistes qui accueillent des fascistes. C'est les fascistes qui... Et alors? Et voilà, c'est ça. Il faut arrêter de tourner autour des pots. Il faut savoir que Smolnitch, une partie du gouvernement israélien... a applaudi l'assassinat de Rabin. Fête chaque année l'assassinat de Rabin. Ils n'ont pas simplement applaudi, ils fêtent chaque année. Ça a été Dieu qui a envoyé son pouvoir pour assassiner Rabin. Voilà ce qu'ils disent. Et ça fait mal. Ça fait mal, oui, c'est horrible. Mais qu'est-ce qui fait mal? C'est autre chose. Moi, en tant que juif, jamais j'aurais cru que des juifs peuvent être des fascistes. Et c'est ça qu'on découvre aujourd'hui en Israël. Je ne dis pas tout Israël, je dis une partie du gouvernement israélien est raciste, fasciste et raciste. Et je m'excuse. Et ça fait mal. Et on en reparle. RN, Jordan Bardella qui dit « Le Rassemblement national est le bouclier des Juifs contre l'antisémitisme. » On n'a pas de peau. Si c'est le seul bouclier, on est mal barré. Parce que dans le nationalisme, et là on peut relire tout, dans le nationalisme, il y a une idée de la pureté ethnique d'un peuple. Et donc les Juifs, dans l'idée des nationalistes, les Juifs paieront. Alors peut-être qu'ils paieront après les musulmans, mais ils paieront aussi parce que l'universalisme juif de la diaspora
est en contradiction, en fait, avec le nationalisme ethnique. Le problème, c'est que les Juifs ont découvert leur nationalisme ethnique, une partie des Juifs, avec Israël. Et ça, c'est l'extrême droite, ce sont les fascistes, c'est le nationalisme fasciste qui existe aussi en Israël, qu'on retrouve dans les territoires occupés, les colons, etc. Il faut qu'on avance dans votre livre. Je ne veux pas reculer. Non, pas du tout. Oui, il faut avancer jusqu'à 120 ans, Daniel Cohn-Bendit. Vous rappelez dans votre livre que c'est Jean-Marie Le Pen qui, le 2 mai 1968, ouvrait ainsi la danse contre vous dans Minute. Je le cite, Le Pen. Ce Cohn-Bendit, parce qu'il est juif et allemand, se prend pour un nouveau Karl Marx. Il doit être pris par la peau du cou et reconduit à la frontière sans autre forme de procès. Est-ce que l'extrême droite a changé? Non. Non, je crois. Elle a évolué. Ouais. De toute façon, personne n'évolue pas. Donc évidemment que Mais des fois, on peut évoluer en pire. On peut évoluer en pire, mais l'extrême droite aujourd'hui, en fait, l'extrême droite aujourd'hui n'a plus besoin de l'antisémitisme parce qu'elle a le racisme. Le racisme aujourd'hui et la présence et les problèmes qui existent avec, disons, de l'immigration, des musulmans, fait que aujourd'hui, il est, pour se normaliser, il est bien plus intelligent de faire copain-copain avec les Juifs pour pouvoir se laisser aller avec son racisme contre les musulmans. Et bien sûr, on dit ici, et vous le dites aussi, tous les racismes sont les mêmes. Hein, que ce soit un racisme anti-juif, anti-musulman. Exactement, exactement. À la fin, le racisme est quelque chose... Les racistes opposent leur pureté ethnique, soi-disant pureté ethnique, aux autres. Alors, nous sommes tous des Juifs allemands du 22 mai 68, après votre expulsion la veille vers l'Allemagne. Il résonne toujours en vous, Daniel Cohn-Bendit, ou pas? Non, il résonne. Moi, sur le moment, j'étais pas là puisque j'étais expulsé. Sur le moment, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était une volonté d'universalisme qui était une très belle volonté. Mais au début et aujourd'hui, j'ai mis du temps à comprendre que ça m'assignait aussi à cette situation de juifs allemands. C'est pour ça que vous avez mis 50 ans à reparler de ça? Non, c'est pour ça. Vous savez, si on savait toujours pourquoi on met du temps à comprendre comme ça, il n'y aurait ni de psychanalyse, ni de philosophe juif. Ils ont mis du temps aussi, les juifs, à comprendre ceci ou cela. C'est vrai, 5000 ans. Voilà. 5000 ans, 5700 et quelques années. L'héritier de Le Pen aujourd'hui, c'est qui? C'est sa fille Marine ou c'est Jean-Luc Mélenchon? Non, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Je vous pose la question, c'est tout. Non, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est un tribun autoritaire qui instrumentalise aussi l'antisémitisme. C'est le copain de Poutine, c'est le copain de Maduro et au Venezuela. C'est sa conception de la société, sa conception autoritaire de la société m'horripile. Donc c'est quelque chose qui m'horripile et la conception ethnique de l'extrême droite m'horripile, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, même si c'est les deux m'horripilent. Les deux vous horripilent. L'actualité, Daniel Cohn-Bendit, vous avez été député européen avec les Le Pen, père et fille. Hein? Absolument. Absolument. 20 ans député européen. Un peu moins longtemps. Marine Le Pen condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, avec une peine d'inéligibilité de 5 ans et avec exécution provisoire. Ça fait d'elle une victime ou une coupable? D'abord, ça fait d'elle de quelqu'un qui a été condamné. Elle est pas. Alors tous les condamnés sont des victimes, oui, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas coupable. Une victime, seulement une victime. Non, mais non, personne. Alors, il faut savoir. Le dossier est quand même inébranlable. Vous avez été député européen, vous savez comment ça se passait Je sais, mais non, il faut dire dans cette histoire que la défense de Marine Le Pen a été d'une bêtise incroyable. Ah bon? Mais oui, parce qu'il y a un problème. Elle aurait pu commencer. Écoutez, il y a un problème. Vous êtes élu à l'Assemblée nationale, vous avez un groupe, vous avez un financement public. Si vous n'êtes pas élu à l'Assemblée nationale, mais qu'au Parlement européen, vous avez un remboursement pour les élections, mais pas de financement public. C'est pour ça que les Verts, le MoDem, le Front National à l'époque, étaient défavorisés politiquement parce qu'ils n'avaient pas de financement public en France. Qu'ils essayent de mettre des assistants, qu'ils ont essayé de mettre, qui travaillaient aussi bien au Parlement européen que, par exemple, en France,
ça peut se comprendre. Je veux dire, il y a circonstance atténuante. Mais quand on met son majordome, son chauffeur, son garde du corps, sa belle-mère, sa fille, sa grand-mère, je ne sais pas qui, comme assistante, là on se fout de la gueule du monde. Donc elle a mis tout son poing dans le miel et aujourd'hui elle dit c'est pas vrai qu'il y a du miel à ma main. Mais non, c'est complètement idiot. Elle dit qu'elle est victime d'un système et des juges qui veulent l'empêcher d'être candidate en 2027. Elle n'a pas raison quelque part? Mais l'empêcher. D'abord, ils ont tout fait pour que le procès n'ait pas lieu. Donc, de repousser... Je crois que c'est 45 recours, il me semble. Oui, donc, ils ont tout fait. Alors, manque de peau, ils sont arrivés au moment où ça arrive à 2 ans avant les élections. C'est leur faute. Ils auraient pu, dès le début, dire, bon, il faut qu'on règle le clos, on accepte le procès, etc. Deuxièmement, les juges, aujourd'hui... Comme j'ai compris, ils disent, voilà, nous considérons que quelqu'un comme Marine Le Pen, qui a piqué dans la quête un racket de 4 millions... Un racket. Ouais, c'est un racket, c'est la chose, etc. Eh bien, ne devrait pas être présidente de la République. Et vous le dites, vous? Moi, je dis rien. Je dis, voilà ce que disent les juges. Ouais. Donc, ils disent inéligibilité pendant 5 ans, et ils disent, comme il y aura des élections, provisoires. Et donc, exécutoire. Maintenant, il va y avoir appel. Ouais. Parfait. Mais écoutez, si vous avez vu le dossier, à l'appel, elle sera condamnée. Et les juges diront, cette femme, après ce qu'elle a fait, ne devrait pas être présidente de la République. Donc, on met inéligibilité. On ne peut pas présager de ce qu'ont vont dire les juges. Mais je présage, moi. Je présage. J'ai le droit, moi. Oui, c'est comme le Talmud, j'ai tous les droits. Je fais de l'analyse prospective, du talmudisme juridique. Et donc, ils vont dire aussi inéligibilité. On est en 26. Elle va faire appel. Cassation. Cassation dit, il n'y a pas de suspensif si l'inéligibilité est provisoire. Et donc, de 2 choses l'une, ou la Cour d'appel reprend provisoire, ou la Cour d'appel ne le reprend pas, donc la Cour de cassation sera anticipée avant les élections. Et le manque de peau... A priori, les délais de la Cour de cassation, c'est 18 à 20 mois. Oui, mais a priori, les délais de la Cour d'appel, c'est 2 ans, et ils l'ont fait en moins d'1 an. Et vous allez voir qu'ils feront exactement la Cour de cassation. Ils vont purger l'affaire avant la présidentielle. Et Marine Le Pen, et ça je vous le dis aujourd'hui à Radio J, Marine Le Pen, provisoire ou pas, par la Cour de cassation, 1 mois avant les élections, sera inéligible. Et si le RN ne la débarque pas maintenant, ils n'auront pas de candidat 1 mois avant les élections. Alors au passage. Non, c'est très clair. Non, alors vous me demandez si je suis pour je constate que c'est la situation. Alors, vous me demandez si je suis triste? Non. Non, c'est bien, vous avez répondu tout seul à votre question, mais c'est très bien, vous n'êtes pas triste. Le rassemblement du RN ce dimanche, on est dimanche matin, place Vauban, à Paris, de soutien à Marine Le Pen et pour dénoncer le jugement du tribunal de Paris. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que des gens qui se croient intelligents comme Alain Finkielkraut pensent la même chose. Ça m'inspire que on déraille, mais c'est le droit. C'est le droit absolu du Rassemblement national de manifester et d'être contre ce jugement. Avec les Verts d'ailleurs qui appellent à une manifestation en même temps. Non, pas en même temps, contre. Alors, il ne faut pas mélanger les choses. Même dimanche, les Verts dont vous venez... mais pas en même temps pour. Contre. On parlera du en même temps de Macron tout à l'heure. Le RN, est-ce qu'il renouerait, avec, comme certains disent, avec les vieux travers autoritaires du FN version Jean-Marie Le Pen? En fait, ce qu'il y a, le grand débat qu'il y a derrière ce procès est de la manière dont on réagit à ce procès. Avec des gens comme Wauquiez qui disent des bêtises incroyables. C'est nouveau chez lui dire des bêtises. Non, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Mais ça fait rien. Tous ceux qui disent c'est au peuple de décider. Le peuple ne décide pas d'un cas juridique. Et c'est la conception entre une démocratie libérale et une démocratie illibérale. La démocratie illibérale, Orban, qui reçoit M. Netanyahou aujourd'hui, hier, avant-hier, eh bien, c'est la conception illibérale, c'est j'ai la majorité
Et donc, le droit, c'est moi. Ça, c'est Musk, ça, c'est Trump, ça, c'est Poutine, c'est ça. Et la conception démocratique libérale, c'est que l'état de droit n'est pas la même chose que la majorité électorale. Ça veut dire que le clivage aujourd'hui, c'est pas droite-gauche, c'est pas européen, anti-européen, c'est démocratie libérale ou démocrate libérale contre démocrates illibéraux. Il y a plusieurs clivages, il n'y a pas qu'un clivage, mais un clivage qui apparaît et qui est aujourd'hui à la une partout, c'est la conception d'une démocratie trumpiste, maschinisme, orbaniste, poutiniste, etc., contre l'idée, Montesquieu, la liberté, c'est de tout faire que ce que permet la loi. Alors, 68, on revient à 68. La loi vous a permis de manifester, de faire un début de révolution. Qu'est-ce que vous répondez, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, début de révolution, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui considèrent, aujourd'hui, depuis des années, que tous les problèmes de la France d'aujourd'hui, de 2025 et des années précédentes, viennent de mai 68 et de vous? D'accord. Ceux qui disent ça, je dis, vous êtes des fainéants intellectuels. Vous avez pas pensé. Enfin, c'est complètement ridicule. Mais vous l'entendez, vous l'avez entendu. Mais j'entends des tas de choses. Mais c'est pas parce que j'entends des choses qu'elles sont justes. Non, mais les gens ont le droit de dire les conneries qu'ils veulent. 68... La liberté, c'est le droit à tout le monde de dire des conneries. Y compris moi, d'ailleurs. Il faut le dire. Ça vous est arrivé? Ça m'arrive. Et moi encore plus que vous. Mais je dis simplement, aujourd'hui, s'il y a des problèmes d'autorité à l'école, ça n'a rien à voir avec 68. Ça a à voir avec l'évolution de la société, ce qu'on n'a pas réussi, les communautés parallèles, etc., etc. Parlons-en. Mais de revenir, vous savez, c'est Sarkozy, le grand Sarkozy, là, enfin, grand politiquement. Vous avez la même taille. Qui dans son discours à Villepin, là, contre 68, il descend des escaliers, c'est Reza qui le raconte, il descend après son discours contre 68, le livre sur la présidentielle. Et lui demande, est-ce que c'est pas exagéré? Et il dit spontanément, exagéré, mais c'est super exagéré, mais j'en avais besoin. J'en avais besoin. Et tous ceux qui n'arrivent pas à expliquer les problèmes que nous avons aujourd'hui, ils croient qu'ils ont trouvé la solution, c'est la faute à 68. Moi, je dis non, c'est la faute à Jésus. Oui, pourquoi pas, hein? On peut dire n'importe quoi. Ou à Moïse. Ou à Moïse, ou à Salomon, voilà. Sarkozy, d'ailleurs, vous avez un lien personnel avec un proche de Nicolas Sarkozy. Jean-Daniel Lévy. Voilà. Mais enfin, c'est pas moi, c'est mes parents. C'est vos parents. C'est-à-dire j'ai appris ça en lisant. Les parents de Lévy avaient participé à cacher. Le Sherpa de Chirac, de Sarkozy. De Sarkozy. Il avait été ambassadeur. Ses parents avaient caché des enfants juifs à Moissac avec mes parents. Donc c'est là qu'il y a un lien objectif. Et il a été maouïche, je ne savais pas non plus. Oui, mais voilà, il y a des erreurs. Enfin, Finkielkraut aussi. Finkielkraut aussi. Alors c'est pas. Alors vous dites. Tu sais, il y en a. Jospin était trotskiste, c'était pas mieux, c'était la même caste que Mélenchon. Donc voilà. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de leaders ou d'acteurs de 68 qui ont viré vers la droite. Pas beaucoup. Il y en a quelques-uns quand même. Qui? Maluré, des gens comme ça. Oui, mais enfin, Romain Goupil, dont vous parlez. Non, Romain n'est pas droite. Romain. Non, mais il a viré. Non, il faut pas arrêter de dire des conneries, camarades. Arrêtez. Il a soutenu l'intervention en Irak. C'était une connerie, mais il n'a pas viré à droite. Il a soutenu les sans-papiers. Il a arrêté. Donc, c'est pas la même chose. On dit beaucoup de conneries. Voilà. Alors, arrêtons. C'est dimanche. Aujourd'hui, on n'a pas le droit. Vous en avez dit quelques-unes et vous revenez dans votre livre sur les accusations de pédophilie qui vous poursuivent depuis des années, depuis la publication de 3 lignes suggestives dans le livre Le Grand Bazar en 75. Vous dites que c'était une provocation. Vous le regrettez? Oui, allez, c'est une non, il y a deux choses. C'est pas du réel, c'est une provocation pour provoquer le bourgeois qui était, même si j'étais pas jeune à l'époque, qui était inadmissible. Et c'est un état d'esprit dans les années 70 qui m'a amené à ce genre d'écrire ce genre de bêtises. De conneries. Oui, mais qui m'a fait réfléchir. Aussi, hein. Oui, parce que c'est toujours sur les réseaux sociaux, vous le retrouvez. Vous vous souvenez de François Bayrou?
Oui, oui, mais le pauvre, il a hein été rattrapé par ses propres histoires. Donc, c'est comparable? Je sais pas, je veux dire, on lui reproche des choses, c'est tout. Moi, je lui reproche rien. Non, moi, non. je lui en veux pas. Il perdait des élections, il avait été très bon aux européennes, il perdait, et il a pété les plombs. Ça arrive à tout le monde de péter les plombs. Alors, on parle d'un sujet qui vous tient à cœur, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Quand vos parents arrivent à Paris en mars 1933, ils font partie d'une bande, vous le racontez dans le livre, d'une bande d'intellectuels allemands, dont les philosophes Walter Benjamin et Hannah Arendt. Et vous avez découvert, je crois que c'est assez récent. C'est un livre qui vient de paraître de Marina Touliez, Hannah Arendt et sa tribu, où elle retrace justement ce qui est arrivé à ces réfugiés juifs allemands en France après, au début de la guerre. Au début de la guerre. Et alors, je lis ce que vous avez découvert, cette lettre écrite à votre père. Votre père. Hein. Aucun peuple d'Europe, elle est à New York à ce moment-là, elle est partie aux États-Unis, ne souffre aussi durement que nous de ces nouvelles conditions, ni les Polonais, ni les Tchèques. Notre seule chance, mais aussi la seule chance de tous les petits peuples, réside dans un nouveau système fédéral européen. Notre destin ne doit pas et ne peut plus être lié à celui d'une quelconque minorité, ce serait sans espoir pour nous. Il ne peut être lié qu'à celui des petits peuples européens. Il arrivera bientôt un moment où l'appartenance au territoire sera remplacée par l'appartenance à une fédération de nations dans laquelle seule la fédération dans son ensemble fera de la politique. Je suppose, Daniel Cohn-Bendit, que quand vous avez découvert cette lettre, vous avez dit qu'il s'agissait d'un magnifique clin d'œil prénatal à votre histoire familiale. Non, à mon histoire. Et à votre histoire. À mon histoire européenne. Mais à votre histoire familiale, puisque c'est une lettre d'Hannah Arendt à votre père. Oui, mais mes parents, mon père et Hannah Arendt avaient... Malheureusement, j'ai jamais retrouvé les lettres de mon père à Hannah Arendt. Et donc, allons-y, parlons de ça. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient à Paris. Mon père a émigré à Paris en 1933. Il devait être arrêté. Il était avocat de gauche. Il devait être arrêté après l'incendie du Reichstag. Un haut dignitaire aussi, nazi, lui a dit qu'il connaissait, lui a dit « Écoute, t'es riche, il est temps de partir ». Donc, arrivé en 1933, Hannah Arendt et Blücher sont arrivés à la même époque, Benjamin et d'autres. Ils ont formé un cercle d'intellectuels. Donc, vous êtes dans le 15e arrondissement de Paris. Dans le 15e, qui se rencontraient pas loin de l'appartement qu'ils avaient après, rue Dombasle. Et il y a eu une amitié très forte qui s'est liée entre Hannah Arendt et mes parents. Et donc, quand vous lisez ça, vous dites je viens de là, moi. L'Europe, c'est ça. Oui, non, mais moi, je l'ai lu. J'étais déjà député européen. Donc, oui, il y a une logique. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette période-là, Hannah Arendt ressent bien que réduire la souveraineté à une nation exclut beaucoup de gens. Et c'est pour cela qu'elle dit, c'est dans une Europe fédérale que des minorités comme la minorité juive pourraient mieux s'intégrer et mieux être respectées. Europe. Emmanuel Macron, c'est le leader de l'Europe aujourd'hui ? Emmanuel Macron, qui au début j'ai trouvé fantastique et après moins, et qu'on a... Vous dites qu'il a exercé sur vous une pression, une séduction, autour de son en même temps, et puis ensuite ça a été le... Oui, moi je crois que le Macron... mon Macron du en même temps, s'il était resté le Macron, ce Macron-là, ça aurait pu marcher. Mais son jupitérisme, sa manière de moi, de croire que c'est lui seul qui a toujours raison, l'a perdu. Mais alors, il s'empêche, son caractère l'a empêché politiquement. Mais est-ce que Macron, c'est le leader de l'Europe aujourd'hui ? Non, parce que Macron, aujourd'hui, a repris le flambeau avec raison face à Poutine, face à Trump, etc. Mais le leader, c'est justement ce qui est intéressant dans ce qui se passe. Il rattrape un peu les Anglais. Après le Brexit, ils avaient disparu, il rattrape. Et aujourd'hui, on est à la recherche, alors on parle de l'Europe de la défense. C'est quand même extraordinaire, l'Europe de la défense. Ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. 54, la France l'a refusé. C'est Pierre Mendès France, c'est pas un homme de droite qui a refusé l'Europe. Et aujourd'hui, c'est une évidence. La souveraineté européenne est une évidence parce que la souveraineté nationale, ça ne marche plus face à Poutine et Trump. Une évidence face justement à Trump. Qu'est-ce que vous inspire les dernières décisions de Trump en matière de protectionnisme américain contre notamment l'Europe ? Il va se casser la gueule. Ah bon ? Il va se cogner la tête contre la réalité.
De quelle manière? Il fait d'énormes dégâts. Musk, c'est fini. L'administration Trump, c'est terminé. Non, mais j'ai pas dit que c'est terminé. Mais ça ne peut pas marcher. Ouais. Alors, la mondialisation heureuse, c'était pas ça. Il faut structurer, il faut régler la mondialisation. Mais aujourd'hui, le souverainisme, il est malheureux. Et les gens seront malheureux parce que une Amérique seule est une Amérique qui va s'effondrer de l'intérieur. Et vous dites, je suis souverainiste européen. Absolument. Hein? Absolument. Qu'est-ce que parce ça veut dire? Ça veut dire que face à la Russie, face aux États-Unis, face à la Chine, il n'y a que l'Europe qui puisse défendre nos idées de démocratie libérale et de nos idées de civilisation humaniste. C'est pour cela que si l'on veut défendre notre patrimoine démocratique, nous ne pourrons le faire que par l'Europe et avec l'Europe. Alors, Israël, Proche-Orient, Gaza, Palestiniens. Vous citez dans votre livre la lettre de Marek Edelman aux Israéliens et aux Palestiniens, publiée, c'était dans les années 70, dans Le Monde. Il y défendait la raison d'être de l'État d'Israël et le droit aussi des Palestiniens à lutter pour leur émancipation nationale. La lettre se termine par cette phrase « Dans notre combat dans le ghetto de Varsovie », je rappelle que Marek Edelman était l'un des seuls survivants, l'un des derniers survivants du ghetto de Varsovie. Et un des commandants à 20 ans. Du Bund. Commandants de la résistance du ghetto de Varsovie. Ouais. Et c'était un modèle pour vous, hein? D'accord. C'est un homme qui a pratiquement été toujours du bon côté. Du bon côté, vous parlez de son engagement pour les musulmans en Bosnie. Oui, en Bosnie. Et donc je termine sa phrase, nous n'avons jamais tué ou assassiné les mères et les enfants allemands. 50 ans après, où est-ce que nous en sommes? Nous en sommes que Israël, la justification d'Israël est évidente. Et en même temps, Israël a été un malheur pour beaucoup de Palestiniens. La Nakba a existé. Alors on peut dire la responsabilité des pouvoirs arabes, etc. Il faut quand même le rappeler, hein. Mais je le dis, il ne faut pas avoir peur. Il y a la responsabilité. Et aussi, le fait que si vous voulez faire un État israélien à majorité juive, vous devez imposer cette majorité juive. Donc, mais l'État d'Israël est justifié et en même temps, de continuer la colonisation sioniste est, je crois... Vous parlez de la colonisation de la Cisjordanie. Hein. De la Cisjordanie, de maintenant des idées qui existent même sur l'un, c'est en fait creuser peut-être un tombeau d'Israël. Parce que Israël ne peut et ne peut exister qu'avec des Palestiniens, avec un environnement qui accepte cet État. Et donc, Israël doit comprendre que sa sécurité tient à l'existence d'un État palestinien. Et je termine. Ouais. Qui est pro-israélien doit manifester avec un drapeau israélien et palestinien. Qui est pro-palestinien doit manifester avec un drapeau palestinien et israélien. Si les deux ont leur État démocratique, alors une paix sera possible. Alors, on arrive à la fin de cette émission, j'allais dire malheureusement, parce que vous en avez des choses à dire, et des choses intéressantes et fortes. Vous appartenez, Daniel Cohn-Bendit, à la mémoire collective des Français, mais aussi des Européens. Hein. Vous êtes devenu un mythe, le mythe notamment de 68. Est-ce que vous l'imaginiez déjà au lendemain de mai 68 Dany? Non. Moi, je m'imaginais jamais en mythe. Vous l'êtes. Ma vie a changé en 68. Ma vie, évidemment, avant 68, j'étais un gars sympa, gentil, etc. Puis après 68, je suis devenu, grâce à cette photo, une icône d'une certaine idée de la révolution. Ouais. Pas simplement de la révolution, d'une idée de la révolution. Et donc, j'ai dû évoluer, j'ai dû repenser, me réintégrer, m'enraciner en Allemagne, de retour entre la France et l'Allemagne. Donc, en fait, ma vie est un travail de nomade. Je suis un nomade, identitairement un nomade qui va de ci et là, mais je ne suis pas une icône, je ne suis pas un... Et d'ailleurs, l'Allemagne, vous pensez en français ou vous pensez en allemand? Je pense quand je suis en Italie, non, pas en yiddish. Quand je suis en Italie, en italien. Ouais. Quand je suis aux États-Unis, en anglais. En Allemagne, en allemand. Ouais. Et en France, en français. Et vous rêvez en? Ça dépend de quoi. Si c'est de foot, je rêve plutôt de l'équipe de France. Ouais. Si c'est, disons, de la défense d'une certaine idée de démocratie,
disons justement, comme elle fonctionne, plutôt comme en allemand, etc., etc. Il faut vous appeler donc comment? Dany le Rouge, Dany le Vert, l'écolo, ou Dany le Juif? Non, Dany l'Européen. Dany l'Européen. À 80 ans et quelques jours, quel est votre plus grand regret? Quelle a été votre plus grande satisfaction? Non, mon plus grand regret, si vous voulez, c'est la défaite au référendum sur l'Europe. Maastricht. J'ai été... Non, pas Maastricht, on a gagné. 2005. 2005, sur la Constitution européenne. Parce que je crois que les problèmes que nous avons aujourd'hui face maintenant à nos ennemis vient de là. Donc, c'est de ce refus de la France. Je crois que c'est... Là, on a eu un débat complètement fou. Bon, c'est comme ça. Donc ça, j'ai un grand regret parce que ça fait perdre à l'Europe et à la France des années. Mon plus grand succès... Satisfaction. Ma plus grande satisfaction en ce moment, c'est quand je suis avec mes petits-enfants. Vous avez combien de petits-enfants? 3. 3. Et ils se sont des juifs? Pas du tout. Alors, pas du tout. Pas du tout. L'un fils, c'est le premier fils de ma femme, c'est pas le mien. Lui, il est donc allemand, athée. Sa femme est d'origine marocaine. Mon fils, on l'a déjà dit, sa femme est d'origine érythréenne. Et donc, ils se sentent pas juifs. Mais le petit de Francfort joue à 5 ans au club de Maccabi au foot. Qu'est-ce que vous voulez qu'on Mais il y a beaucoup de non-juifs à ce club. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous, Daniel Cohn-Bendit? Mon sourire. Votre sourire? Ouais. Le sourire de cette photo? Oui, et puis le sourire qui continue. Qui continue, on le voit. Moi, ce que je trouve le plus admirable chez moi, c'est que ce sourire, dans mon nomadisme, de ma vie de nomade, il m'a toujours accompagné. Merci. En tout cas, avant de conclure, Daniel Cohn-Bendit, je rappelle que votre livre Souvenir d'un apatride est publié aux éditions Mialet-Barreau. Merci de votre témoignage. Merci de m'avoir invité. Bonne fin de journée sur Radio J et puis à dimanche prochain. Merci. Pas moi. Non, aux éditeurs.